Le mouvement extraordinaire des Gilets jaunes ne sera un succès que s'il pérennise sa victoire, donc s'il dote le peuple français d'un moyen légal et constitutionnel non seulement de contenir son gouvernement, mais encore d'imposer ses volontés. Que le gouvernement cède sur des miettes ne serait pour eux, les Gilets jaunes, qu'une victoire à la Pyrrhus. Une mobilisation sans pareil doit avoir un but élevé et ambitionner des mesures décisives. Elle doit obtenir de ne plus être elle-même nécessaire à l'avenir. Elle doit assurer au peuple français le moyen d'être entendu et obéi de son gouvernement sans avoir à s'insurger, ce qui n'arrive pas souvent et est vain quand cela arrive. Bref, si les Gilets jaunes devaient obtenir une chose, une seule, ce devait être le droit, pour le peuple, de provoquer des référendums à volonté sur les sujets de son choix et que les résultats de ces référendums aient force de loi. Toutes les revendications possibles et imaginables, présentes et futures, sont contenues dans celles-là. L'inverse n'est pas vrai. Dans la mesure où le gouvernement ne démissionnera pas, quelle que soit la pression, à moins d'une véritable insurrection, et où sa démission même, quoique jouissive, n'offrirait aucune satisfaction concrète et aucune garantie face à ses successeurs, le but est moins de le pousser à démissionner qu'à capituler sans condition devant le peuple, dont il est supposé être l'instrument et non le fléau, et qu'à céder à ses exigences. Mais il cédera d'autant plus facilement que ces exigences seront limitées, claires, indiscutablement légitimes et universellement soutenues. La présente proposition a le mérite de ramener la démocratie à son véritable principe, le pouvoir du peuple, et par là même de révéler l'imposture actuelle et de désarmer les imposteurs. Que pourront opposer au peuple exigeant la souveraineté ceux qui défendent un système dans lequel il est souverain mais seulement sur le papier, c'est-à-dire ceux qui défendent un système qui n'est pas ce qu'il proclame, face à ceux qui demandent juste qu'il soit ce qu'il prétend être. Les concepteurs du système soi-disant représentatif ont cru duper le peuple. Il est temps que le peuple montre qu'il n'est pas dupe de cette fausse démocratie et qu'il arrache le masque des hypocrites et des despotes afin que ceux-ci fassent amende honorable ou assument ouvertement d'être des ennemis du peuple. Pour que la proposition en question soit claire, elle doit pouvoir être nommée. Il s'agit de permettre que des référendums soient provoqués à l'initiative d'un certain nombre de citoyens issus du peuple, un nombre conséquent, par exemple 500 000, témoignant de l'intérêt suscité par le problème soulevé. Cette disposition est connue sous deux noms, référendum d'initiative citoyenne, RIC, ou référendum d'initiative populaire, RIP. Il faut opter pour l'une ou l'autre de ces formules, a priori synonymes. Un référendum d'initiative citoyenne suppose que les signataires sont citoyens. Ce terme est d'autant plus choquant qu'il ne choque personne. Il est vrai que nous sommes supposés être des citoyens. Mais qu'est-ce qu'un citoyen? Un maître et un esclave forment-ils société? Sont-ils concitoyens? Non. Et que sont les riches par rapport aux pauvres? Les oppresseurs par rapport à ceux qu'ils oppriment? Les exploiteurs par rapport à ceux qu'ils exploitent? Les voleurs par rapport à ceux qu'ils ont volés? Ceux qui ont tous les droits par rapport à ceux qu'ils ont dépouillés? Forment-ils société? Sont-ils concitoyens? Pas davantage. Il n'y a pas de société digne de ce nom, pas de citoyens au vrai sens du terme, dans l'inégalité en droit. Et il n'y a pas d'égalité possible dans le système monétaire. L'égalité bien comprise, celle des citoyens en devoir et en droit, n'est pas impossible en soi, mais elle implique de sortir du système monétaire, donc de savoir pourquoi et comment. C'est là un autre sujet et un prochain combat. Pour l'heure, il importe de comprendre pourquoi donner du citoyen à des gens qui ne le sont pas en réalité est dangereux, pourquoi c'est un piège. En fait, il s'agit du même type de piège que celui qui consiste à appeler démocratie un système politique qui n'en est pas une. De manière générale, ce type de piège est appelé novlangue. La novlangue consiste à désigner une chose par le mot qui désigne son contraire, ou à associer un mot sensé à un concept vide de sens, ou encore à désigner une chose grave par un mot ou une expression insipide. Bref, la novlangue, c'est la manipulation des mots avec lesquels on pense afin d'empêcher les gens de penser correctement. Plus un système tyrannique est perfide, plus il y a recours. Plus un système est perfide, plus il y a recours, plus il est tyrannique. La première façon de déjouer une tyrannie est donc de ne pas accepter son vocabulaire, de redonner leur vrai sens aux mots, d'appeler les choses par leur nom. Adopter le langage et les sophismes de l'ennemi, c'est être ligoté dans sa tête et ne pas pouvoir se révolter ou être vaincu d'avance. Nous sommes dans cette situation. Il est facile d'éviter un piège une fois celui-ci mis en évidence. On ne tombe que dans les pièges que l'on a vus, et surtout dans ceux que l'on ne veut pas voir. Le piège du mot démocratie, tel qu'il est employé par le système, est aujourd'hui éventé dans une certaine mesure. Le système soi-disant représentatif, qui n'est que le gouvernement des ultra-riches, s'est affublé du titre de démocratie pour se donner un air populaire et que personne ne lutte pour la véritable démocratie, sous prétexte qu'elle existe déjà. Opposer à la démocratie en mots, la démocratie en fait,
et le coup le plus rude qui puisse être porté au système. Toutefois, une conception plus populaire de la démocratie n'est toujours pas la démocratie. C'est encore une illusion. Il n'y a pas de démocratie authentique et absolue possible dans un système monétaire inégalitaire par nature, donc oligarchique ou plutocratique. La souveraineté du peuple est une vue de l'esprit dans un système qui génère des riches auxquels il donne le pouvoir ou auxquels il permet de le prendre. Le peuple ne peut qu'espérer avoir voix au chapitre pour les contenir un minimum. Du reste, comment pourrait-il y avoir une vraie démocratie sans vrais citoyens? L'égalité fait les citoyens qui font la société et la démocratie. Tout est lié. De même, la monnaie fait l'inégalité qui défait la société, sur le fond, pas sur la forme, ce qui maintient l'illusion, qui défait la société, dis-je, sans laquelle il n'y a ni citoyen ni démocratie. Il ne s'agit pas d'échapper à un piège pour tomber dans un autre. Il est utile de combattre le système au nom de la démocratie, mais il ne faut pas s'illusionner et croire que de ce combat sortira la vraie démocratie. Tout ce qui augmente le pouvoir et le contre-pouvoir du peuple va dans le bon sens, mais n'est qu'une étape. Même un système techniquement démocratique ne serait pas encore la démocratie, c'est-à-dire l'ère de l'égalité bien comprise, des citoyens dans toute leur dignité, de la cité fondée sur les principes de l'ordre social. C'est donc un piège que l'on se prépare à nous-mêmes pour demain que de parler à tort et à travers de démocratie et de citoyens, comme si nous pouvions vraiment être en démocratie, comme si nous étions vraiment des citoyens, donc sans savoir ce que sont vraiment la démocratie et la citoyenneté, sans savoir et en nous interdisant même de penser qu'il nous reste encore à renverser l'argent, au nom de l'égalité et de la patrie, pour les conquérir. Pour toutes ces raisons, qu'on les admette ou pas, il est préférable de parler de référendum d'initiative populaire. Populaire renvoie à peuple, comme le principe même de la démocratie. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le simple fait d'évoquer le peuple annonce donc des intentions démocratiques, ce qui, dans le cas présent, est justifié. Ceci étant, le mot peuple est relativement flou, ce qui, loin d'être un inconvénient, est précisément ce qui constitue son avantage. Selon une de ces acceptions, le peuple est l'ensemble de ce qu'on appelle les citoyens français. Il désigne donc, tant bien que mal, le corps politique. Ainsi, il dit ce qu'il faut et dispense d'employer ouvertement le mot citoyen qui, dans le contexte actuel, serait mensonger. Enfin, un peuple reste un peuple, quels que soient les rapports entre ses membres. Le concept est toujours pertinent. Inégalité ou égalité, le RIP resterait le RIP. À l'inverse, des citoyens, au vrai sens du terme, ont entre eux des rapports bien précis, ceux qui découlent de l'acte d'association politique et que le système monétaire sape. De sorte que, si rien ne peut empêcher d'utiliser ce mot, puisqu'il existe, l'utiliser pour désigner des gens qui n'ont pas ces rapports et ignorent même quels ils doivent être, n'est pas fait pour qu'ils s'interrogent et l'apprennent. RIC serait un nom judicieux dans l'égalité, mais il est trompeur dans l'inégalité. Et l'erreur sur laquelle il repose, celle qui consiste à croire qu'il y a des citoyens dans l'inégalité, détournerait du combat pour l'égalité et la citoyenneté pleine et entière, donc contre l'argent, si bien que ce nom, en ouvrant une porte, en fermerait une autre, celle devant conduire au RIC bien nommé. La formule référendum d'initiative populaire est donc aussi juste que celle de référendum d'initiative citoyenne est dangereuse. Bien sûr, ceux qui prennent la citoyenneté pour une étiquette vide de sens ou sous laquelle on peut mettre n'importe quoi, n'entendront pas ce discours et contribueront à la galvauder un peu plus, comme on savonne pour d'autres la planche que l'on a trouvée savonnée pour soi. Il est cependant à espérer que ceux qui respirent pour la justice et la vérité ne prendront pas cette mise en garde à la légère, et que, à défaut d'être tout à fait convaincus, ils s'abstiendront par précaution. Et puis RIC, comme rictus ou ric-hunter, fait doucement rigoler. Tandis que RIP, comme resquiescat in pace, repose en paix, sonne le glas pour quelqu'un. Il serait bien la mort de la démocrature si le peuple parvenait à l'imposer. Tout un symbole.